président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 15 juillet 2022 à la Cité de l'Union africaine, la 62e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. Et 4. Enfin, examen et projet de texte. La communication du président de la République, chef de l'État, portait sur 3 points principaux, à savoir 1. De la viabilisation de la cité urbaine de Konluka. Faisant suite à sa descente effectuée en mai dernier au quartier Konluka, Kinshasa, particulièrement dans la commune de Ngaliema, dans le cadre de la relance des travaux de construction du pont Lubudi, le président de la République a rappelé l'instruction faite à ses services pour diligenter une mission d'enquête auprès de la Société nationale d'électricité SNEL afin d'évaluer les causes de la non-exécution du projet d'électrification de cette partie de la capitale, en dépit de la mise à disposition du matériel prévu à cet effet, et de mobiliser tous les intervenants pour la relance du projet. Face au constat de la non-objection de l'Inspection générale de finances pour la reprise du projet en question et la validation des études d'exécution des contractants par la SNEL, plus rien ne devrait bloquer la reprise de travaux. De ces faits, la SNEL et le ministère des Ressources hydrauliques et électricité ont été chargés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que d'ici fin août 2022, la relance des travaux d'électrification de Konluka soit effective. La régie des eaux est de son côté, chargée de planifier pour l'adduction d'eau potable dans cette partie de la capitale. En outre, les ministres des Infrastructures et Travaux publics, en collaboration avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, sont appelés à élaborer un plan d'aménagement a posteriori pour rendre cette cité viable. En dehors de ces cas spécifiques, qui fait écho à d'autres cas répertoriés ailleurs sur le territoire national, le gouvernement a été encouragé à poursuivre les efforts déjà engagés en vue de doter les pays d'infrastructures de base, à savoir les infrastructures de transport, de production et de fourniture d'eau, d'électricité notamment. Dans ces démarches a insisté le président de la République. Les territoires et localités défavorisées sont à prioriser. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la construction inquiétante des stations-service. Le président de la République a déploré les phénomènes croissants de construction des stations-service qui s'observent dans la ville-province de Kinshasa et qui gagnent progressivement l'intérieur du pays. L'implantation de ces stations-service s'est fait au mépris de risques que peuvent engendrer ces infrastructures sur l'environnement et la sécurité de la population, particulièrement leur prolifération dans les quartiers populaires résidentiels. Face à cette menace qui pèse sur la sécurité de nos compatriotes et dans le souci de prévenir des situations désastreuses, les ministres des hydrocarbures et les autres membres du gouvernement concernés par cette question ont été chargés de présenter dans un prochain Conseil de ministres un état des lieux ainsi que des propositions de mesures afin de s'assurer que les opérateurs économiques évoluant dans ces secteurs respectent les normes établies et que les données irrélatives soient bien tenues. Entre-temps, le président de la République a enjoint au ministre des Hydrocarbures de prendre les mesures d'application de la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et du décret numéro 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement d'hydrocarbures. Outre sa dangerosité vis-à-vis des riverains, les chefs de l'État estimaient qu'il convient également de s'interroger sur les circuits financiers ainsi que les ramifications générées par cette activité au vu de sa prolifération sur tous les territoires nationaux. Bien qu'une demande soutenue en carburant puisse servir de justification concernant l'apparition d'un nombre important de ces infrastructures, il s'avère que cette activité se retrouve souvent au cœur des dispositifs d'ingénierie financière illicites et qui peuvent
dans les pires de cas, servir de source au financement du terrorisme. À cet égard, et compte tenu du contexte sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a été chargé de faire la lumière, toutes affaires cessantes, sur les ramifications de cette activité économique aux conséquences potentiellement néfastes pour la sûreté nationale. Troisième point de la communication du président de la République, relatif au cadre et conditions de la mise en œuvre de la loi portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Dans son message diffusé à l'occasion de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, le président de la République a réitéré sa détermination à mettre en place un cadre juridique spécifique pour une meilleure protection et une meilleure prise en charge de nos compatriotes les plus vulnérables, et ce en conformité avec l'article 49 de la Constitution. Il a salué le vote, la promulgation et la publication de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 qui, pour la toute première fois, offre à la République démocratique du Congo un cadre propice à cette politique publique de haute portée sociale. Au-delà de ces satisfecit, le président de la République a rappelé au gouvernement la nécessité et l'urgence de finaliser les cadres organiques et fonctionnels prévus afin de mieux accompagner la mise en œuvre de cet instrument juridique pour que cette protection et promotion soient complètes et effectives. Il a insisté pour que dans les timings impartis par les dispositions pertinentes de la loi organique, le gouvernement réalise toutes ces assignations qui permettent de définir l'écosystème sociopolitique irrélatif. À cet égard, le Premier ministre, la ministre est déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, ainsi que les autres ministres concernés par la question, ont été chargés de présenter un chronogramme de travail sur ces différentes implications juridiques, structurelles et fonctionnelles afin de rendre effective la mise en œuvre de la loi organique susvisée dans l'observance des délais prescrits. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil de la séance de travail qu'il a tenue samedi 9 juillet dernier afin de valuer les préparatifs du 9e jeu de la francophonie prévu au mois d'août prochain. Le membre du comité de pilotage ainsi que ceux de la direction générale des Jeux lui ont fait part des préoccupations pendantes, notamment la problématique de la construction du village des athlètes. Après avoir dressé l'état des lieux de la question, le Premier ministre a tenu à rassurer ses interlocuteurs que le gouvernement s'acquittera de sa part pour garantir la réussite de ce grand rendez-vous culturel et sportif. Sur un autre chapitre, le Premier ministre a, au nom du gouvernement, souhaité bonne chance à plus de 800 000 finalistes du secondaire qui se présenteront à partir du lundi 18 juillet 2022 pour les épreuves des examens d'État. Saluant les succès de l'examen de fait d'études primaires et du test national des sélections d'orientation scolaire et professionnelle, le Premier ministre a également saisi l'occasion pour remercier les partenaires éducatifs pour les efforts fournis afin de garantir la réussite de cette année scolaire qui a été une année cruciale dans l'application de la gratuité de l'enseignement primaire secondaire, mesure chère au président de la République. Avant de clore son propos, le Premier ministre et chef du gouvernement a salué la politique d'ouverture diplomatique initiée par le président de la République, laquelle permet de gagner le pari d'une diplomatie d'action et de développement au service de la nation. C'est dans ces contextes qu'il a situé la présidente assumée l'année dernière à la tête de l'Union africaine et celle qui sera assurée à la fin de ce mois à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et celle qui viendra avec la SADC. Tout cela a insisté le Premier ministre. C'est passe au moment où le gouvernement est en pleine redynamisation de notre machine diplomatique, marquée notamment par la résorption de tous les arriérés des cotisations et des loyers qui discréditaient le pays
ainsi que par un travail de rééquipement de nos ambassades et consulats. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires à l'est de la République démocratique du Congo. L'état d'esprit de la population a été caractérisé ces derniers jours par l'attente des résolutions des travaux de la commission mixte RDC-Rwanda, la promulgation le 5 juillet par le président de la République de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, ainsi que la recrudescence du banditisme et la criminalité à travers les villes et grandes agglomérations du pays. Il a également signalé des tensions perçues il y a quelques jours entre la population et les éléments du contingent indien de la MONUSCO au village Kitarama et Rutiro suite aux soupçons de collaboration entre les concernés et les éléments du M23 sur la route des Kelengera, mais aussi des déplacements de population dans quelques villages du groupement Osso-Banyungu, territoire de Massissi, consécutifs aux affrontements opposant les Maïmaï Kifuafua et les miliciens APCLS. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a aussi présenté au Conseil une note d'information relative à l'identification et à la certification des entités territoriales décentralisées et déconcentrées en vue de la cartographie électorale pour les élections attendues l'année prochaine. Cette note constitue la réponse aux préoccupations soulevées par la Commission électorale nationale indépendante à travers une correspondance adressée au gouvernement portant sur la clarification du statut juridique de certaines entités territoriales décentralisées et déconcentrées, l'absence des animateurs dûment désignés ou nommés, la problématique de partis politiques dédoublés et une même dénomination et un même logo, l'existence des conflits de pouvoir coutumiers et les problèmes de certification coutumière. Le gouvernement a pris acte de cette note d'information et les commissions ont été chargées de l'approfondir au regard de différentes implications. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale est revenu sur les déroulés des opérations militaires en cours à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement celles opposant nos forces armées au mouvement terroriste du M23 appuyé par le Rwanda et celles en cours avec l'armée ougandaise contre les ADF MTN. À son tour, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de la pandémie à Covid-19 qui reste stable et contrôlée sur l'ensemble du territoire national. Malgré la consolidation de la tendance baissière de contamination, le gouvernement invite la population à faire preuve de vigilance et à continuer d'observer strictement les mesures barrières. Sur un autre registre, dans le cadre des préparatifs de la mise en œuvre des actions à haut impact sanitaire dans la province du Grand Équateur, il a été rappelé l'évaluation des besoins urgents faite avec l'équipe médicale de la présidence de la République pour la réhabilitation et la rénovation de quelques hôpitaux ciblés, la maintenance, l'installation, l'achat des équipements et matériels médicaux y afférents. À cet effet, une requête de près de 4,2 millions de dollars américains a été formulée au gouvernement pour permettre la mise en œuvre dans les délais des actions ciblées en faveur de 5 divisions provinciales de la santé, à savoir Équateur, Mongala, Sud-Ubangui, Nord-Ubangui et Tchoapa. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Invitée à prendre la parole au Conseil de ministres de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a indiqué que l'économie congolaise continue à faire preuve de résilience face au choc massif occasionné par la guerre en Ukraine et la résurgence de la pandémie à Covid-19. À ces sujets, elle a précisé que le taux d'inflation au cours de la première semaine du mois de juillet courant s'est maintenu à 0,3%,
par rapport aux 2 dernières semaines, ce qui porte le cumul annuel à 6,1%. La croissance estimée quant à elle à 6,1% pour 2022 reste principalement portée par le dynamisme du secteur minier. Les marchés d'échange est resté lui aussi stable avec de faibles variations du taux de change. En cumul annuel, le franc congolais n'a à ces jours perdu que 0,2% de sa valeur sur le marché officiel contre une appréciation de 0,3% au parallèle. Au 11 juillet 2022, les niveaux de réserve d'échange se situent à un niveau historique, évalué à 4,2 milliards de dollars américains. Cette hausse observée avec la première semaine du mois de juillet est principalement consécutive au financement obtenu du Fonds monétaire international de l'ordre de 203 millions de dollars au titre d'appui à la balance de paiement à la faveur de la conclusion de la revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit. Toutefois, notre économie reste exposée aux facteurs de risques externes tels que le ralentissement actuel du cours du cuivre et l'augmentation des taux directeurs au niveau des banques centrales et des risques internes, prioritairement la persistance des pressions inflationnistes à l'envolée des prix de produits pétroliers et céréaliers. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a rassuré le Conseil de la poursuite de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et de la politique monétaire, ainsi que du maintien du pacte de stabilité. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Projet d'opérationnalisation de l'usine de production des panneaux préfabriqués de Kisangani. Faisant suite aux recommandations du président de la République, formulées au cours de la 39e réunion du Conseil des ministres, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a présenté les activités préconisées en 2 phases pour rendre opérationnelle l'usine de production des panneaux préfabriqués de Kisangani. La première phase se rapporte à l'utilisation de panneaux déjà préfabriqués en stock à Kisangani. La deuxième phase vise la gestion durable et la pérennisation de l'usine de production des panneaux préfabriqués. La remise en service de cette usine de production de panneaux préfabriqués à Kisangani permettra au gouvernement de participer au marché des constructions des bâtiments, surtout des logements sociaux, en vue de contribuer à la résolution de la problématique du déficit de logement. Elle facilitera également la construction rapide des infrastructures et participera à l'atteinte des objectifs du programme de développement local de 145 territoires. Le Conseil en a pris acte. Évaluation de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, a présenté au Conseil le rapport de mise en œuvre de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés et ses mesures d'application telles que recommandées par le président de la République lors de la 38e réunion du Conseil des ministres. Ces rapports prennent en compte d'une part l'état d'avancement du dossier d'acquisition d'un bâtiment pour l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés et d'autre part la prise en charge en accord avec le ministre en charge de la Justice, des Mines et des Finances, de la question de l'audit de l'effectivité de la loi suisse évoquée, ainsi que ses mesures d'application, notamment dans les secteurs miniers. Ainsi, toutes les questions transversales sont en plein examen au niveau des experts du ministère de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises et ceux de la cellule climat des affaires de la présidence de la République. À l'issue de cet examen, un rapport plus étoffé sera soumis au gouvernement. En attendant ces conclusions, il a été jugé nécessaire de procéder au recrutement d'un consultant indépendant avec mission d'analyser toutes les dispositions dont l'interprétation était sujette à caution et d'en proposer la réformulation tout en préservant l'objet primordial de la loi, en l'occurrence la promotion des PME congolaises pour accéder au marché des sous-traitances dans les secteurs privés. Les calendriers des travaux des experts ministériels devant accompagner ce travail a aussi été proposé. Le Conseil des ministres a pris acte de ce rapport. Le ministre de l'Intégration régionale a pour sa part informé le Conseil
de préparatifs de l'organisation du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, assise que Kinshasa abritera du 8 au 19 août 2022. Ces assises qui vont consacrer les débuts de la présidence en exercice de cette communauté économique régionale par le président de la République, chef de l'État. Le programme de travaux, alors de la réunion du comité permanent de hauts fonctionnaires, du comité des finances au sommet de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les questions logistiques et techniques liées à la bonne organisation de cet événement ont été passées en revue. Le Conseil a aussi pris acte de son rapport. Le ministre des Hydrocarbures a présenté 2 notes relatives à son secteur. Il a fait le point d'abord sur l'avancement des travaux préparatoires relatifs au lancement officiel des appels d'offres des 16 blocs pétroliers et de 3 blocs gaziers pour l'attribution de droits d'hydrocarbures et les retombées économico-financières à faveur de l'État. Il a indiqué que la commission ad hoc chargée de l'organisation des appels d'offres est en pleine finalisation de l'élaboration des documents nécessaires relatifs aux 10 appels d'offres dont le lancement interviendra à Kinshasa le 28 et 29 juillet 2022. En ce qui concerne les retombées, le ministre des Hydrocarbures a évoqué une série de frais et autres paiements considérables à percevoir dans l'immédiat et à court terme dès la signature de contrats de partage de production et à long terme, cela pourra générer d'importantes ressources financières pour le trésor public. Dans sa seconde note d'information, le ministre des Hydrocarbures a abordé la problématique du supposé chevauchement de certains blocs pétroliers mis en appel d'offres sur les aires protégées et zones interdites, parcs nationaux, patrimoine culturel, domaine public et privé touristique, cas du site de Kingakati, etc. Il a rassuré que les spéculations nourries par les ONG environnementales, en ce moment où le gouvernement s'apprête à lancer les appels d'offres des blocs pétroliers et gaziers susmentionnés, ne se justifient pas, car tout est fait de manière à respecter scrupuleusement les prescrits de la loi ainsi que la protection de l'environnement. Il a enfin recommandé la mise sur pied d'une commission mixte ad hoc environnement-hydrocarbures en vue de réfléchir et formuler des recommandations pertinentes liées à son secteur, préalable à la participation des délégués de notre pays à la conférence de Sharm el-Sheikh de 2022 sur le changement climatique pré-COP 2027. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 61e réunion tenue le vendredi 8 juillet 2022. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes. 8 textes. Le premier, projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 19 juillet 2022. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi. 2 projets d'ordonnance loi touchant au secteur de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. Le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, a soumis au Conseil 2 projets de texte. Le premier, c'est celui lié au projet d'ordonnance loi portant promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. Il fixe les règles relatives à la création, à l'exercice, à la promotion et au développement de l'entrepreneuriat, des start-up et des PME. Les seconds se rapportent au projet d'ordonnance loi relative à la promotion de l'artisanat. Il édicte les modalités d'exercice de l'artisanat dans notre pays, conformément aux dispositions de l'article 35 alinéa 2 de la Constitution. Après débat et délibération, ces 2 projets d'ordonnance loi ont été adoptés. Projet d'ordonnance loi portant programmation militaire 2022-2025. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant
a soumis au Conseil les textes relatifs au projet d'ordonnance loi portant programmation militaire pour examen et adoption, rappelant que ces textes est un acte d'engagement de toute la nation afin de permettre à l'armée de développer ses capacités opérationnelles. Il a insisté sur la nécessité et l'urgence pour le pays de doter nos forces armées de capacités financières et logistiques pour lui permettre de faire face aux différentes menaces auxquelles le pays fait face. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces projets d'ordonnance loi. 2 projets d'ordonnance loi de ratification. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a soumis au Conseil 2 projets d'ordonnance loi pour examen et adoption. Le premier portant sur l'autorisation des ratifications du traité sur l'interdiction des armes nucléaires adopté par l'Organisation des Nations Unies le 17 juillet 2017. Le second concerne l'autorisation de ratification du protocole de ratification du protocole de la SADC sur la science, la technologie et l'innovation. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi. Projet de décret portant gestion des centres de données nationaux. Le ministre du Numérique a soumis au Conseil le projet de décret portant gestion des centres des données nationaux. Ces projets de texte posent le principe de gestion des centres de données nationaux sur fond des principes admis sur le plan international en la matière. Il s'agit notamment de la sécurité, la fiabilité, l'interopérabilité ainsi que l'évolutivité. Ces projets de décret chargent le ministère du Numérique d'édicter par voie d'arrêté les normes devant faciliter l'interconnexion et l'interopérabilité entre les solutions applicatives des différents ministères ou services publics concernés. L'objectif poursuivi est de permettre au gouvernement d'optimiser l'utilisation du data center qui a coûté au trésor public mais qui à ce jour n'est pas exploité de manière optimale. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté moyennant enrichissement par la commission des lois élargies. Dernier projet de texte soumis au Conseil des ministres de ce jour. La ministre du Genre, Famille et Enfants a soumis au Conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l'enfant, organe de protection sociale de l'enfant émanant de la volonté du législateur congolais. Elle a indiqué que cette structure dotée d'une autonomie administrative et financière a pour mission de permettre à la République d'assurer la bonne mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant et de servir d'organe de conseil placé sous l'autorité du ministre ayant le genre, la famille et l'enfant dans ses attributions. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de texte. Commencé à 13h05, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19h24. Je vous remercie.